Elle est arrivée au chantier naval et on a ri ouvertement d'elle, une mécanicienne simple, sans diplôme, face à une machine gigantesque qui avait déjà détruit la réputation d'ingénieur renommé. Ça, c'est irréparable, disait-il. Mais elle a posé sa main sur l'acier et a demandé un silence absolu. Quelque chose a commencé à déranger tout le monde. Car si elle avait raison, beaucoup de gens se rendraient compte qu'ils avaient condamné le mauvais homme pendant des années. Mes amis, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer cette histoire et laissez un commentaire ci-dessous pour me dire de quelle ville de France vous nous regardez. Je veux savoir d'où vous me suivez. Mes chers amis, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire qui s'est déroulée là, sur les rives de la baie de la Seine, où la mer caresse doucement les vieilles pierres de ce qui fut jadis le plus grand chantier naval de France. Préparez votre cœur, car c'est une de ces histoires que l'on n'oublie jamais. Les chantiers navals du Havre ont connu des jours de gloire. Imaginez un lieu immense, avec des hangars de la taille de terrains de football, où des centaines d'hommes en sueur construisaient des navires géants, des sous-marins, des plateformes pétrolières, l'odeur de soudure électrique mêlée aux embruns marins, le bruit assourdissant des marteaux-piqueurs pneumatiques frappant des tôles d'acier, des étincelles volant de tous côtés, comme des lucioles de métal incandescent. Une fourmilière de gens qui travaillaient, chacun sachant exactement quoi faire. Mais en octobre 1998, tout a changé. Et cela a changé à cause d'une machine. Au centre du hangar principal, entouré de chaînes rouillées et de flaques de vieille huile, se tenait, elle, le Léviathan, une grue de forage maritime fabriquée par National Oil Well Varco, 12 tonnes d'acier forgé, des bras hydrauliques épais comme des troncs d'arbres, d'énormes tambours où les câbles d'acier s'enroulaient avec une précision millimétrique. C'était un chef-d'œuvre d'ingénierie, mes amis, une machine faite pour soulever le poids du monde sans se plaindre. Seulement, ce jour d'octobre, le Léviathan a trahi tout le monde. Lors d'une opération de routine, hissant une structure de plusieurs milliards d'euros sur une plateforme semi-submersible, l'impensable s'est produit. Les câbles ont simplement perdu leur tension. 3 secondes. Seulement 3 misérables secondes, mais ce furent 3 secondes suffisantes pour faire balancer la charge comme un pendule d'horloge géante et la briser contre une colonne de soutien. Le fracas fut si fort qu'il effraya les mouettes à des kilomètres à la ronde. Le préjudice incalculable, mais le pire de tout ne fut pas l'argent perdu, non. Le pire fut ce qui vint après. 5 ingénieurs, 5 hommes brillants, diplômés des meilleures universités de ce pays, chacun avec des années d'expérience et une réputation impeccable, furent appelés pour expliquer ce qui s'était passé. Ils ont retourné la machine de fond en comble, analysé chaque vis, chaque joint, chaque circuit hydraulique, testé les câbles, mesuré les pressions, vérifié les systèmes de sécurité. Rien, aucune explication logique. Et savez-vous ce qui arrive quand il n'y a pas d'explication logique? Quelqu'un doit payer l'addition. Les 5 furent licenciés, perdirent leur licence professionnelle. Ils furent traités de négligents, d'incompétents, d'irresponsables. L'un d'eux, un monsieur aux cheveux gris nommé Gérard, fit un infarctus 6 mois plus tard. Un autre déménagea à la campagne et ne voulut plus jamais entendre parler d'ingénierie. Les 3 autres devinrent des ombres d'eux-mêmes, portant sur leurs épaules la culpabilité d'une tragédie qu'ils n'avaient pas causée. Les chantiers navals du Havre entrèrent en déclin, les contrats se tarirent. Les familles des métallurgistes, soudeurs, tourneurs, électriciens, des gens qui vivaient de cet endroit depuis des générations, virent leur monde s'effondrer comme des châteaux de sable à marée haute. Et le Léviathan? Ah, il resta là, immobile, couvert de rouille et de silence, comme un monument à la disgrâce. Maintenant sautons en 2024, 26 ans plus tard, un groupe de 100 familles, fils et petits-enfants de ces travailleurs qui avaient tout perdu, se sont réunis en coopérative, des gens déterminés, vous savez, le genre de personnes qui n'abandonnent pas facilement. Ils avaient un rêve presque impossible, réactiver le chantier naval, faire revivre cet endroit gigantesque, le faire produire à nouveau, redonner un gagne-pain à des centaines de bouches. Et croyez-le ou non,
Ils ont réussi à attirer l'attention de la Marine nationale française. Il y avait un contrat sur la table, un bon contrat, de ceux qui garantissent du travail pour 2 années entières. Révision de navires, entretien de structures portuaires, services lourds et bien rémunérés. Mais il y a toujours un mais, n'est-ce pas? La Marine nationale a posé une condition technique. Et quelle condition? Mon Dieu, le Léviathan devait prouver qu'il fonctionnait encore, et pas n'importe comment. La machine devait hisser 52 tonnes de poids mort et maintenir cette charge en l'air avec une précision millimétrique, sans trembler, sans vaciller, sans donner le moindre signe de faiblesse. Si le treuil échouait de nouveau, c'était la fin. La coopérative ferait faillite avant même de commencer, et ces 100 familles perdraient tout encore une fois. Et là, mes amis, entre dans l'histoire la personne qui va tout changer. Zélie, une mécanicienne de 38 ans qui vit dans un simple atelier de la région des Lacs, près de Boulogne-sur-Mer. Elle n'avait pas de diplôme universitaire accroché au mur, pas de certificats internationaux, ni de CV remplis de postes importants. Ce qu'elle avait, c'étaient des mains calleuses, marquées par des brûlures de soudure et des coupures de tôles affûtées, des ongles toujours sales de graisse noire, cette graisse épaisse qui ne part pas même avec du savon de Marseille. Mais Zélie avait quelque chose que peu de gens au monde possèdent. Elle savait écouter les machines. Ce n'était pas du mysticisme, pas un don divin, rien de tout cela. C'était de la pure technique. Elle posait la main sur un moteur diesel et sentait les vibrations. Elle restait en silence, les yeux fermés, et réussissait à identifier si un piston battait hors du temps, si une bielle était lâche, si une pompe d'injection était encrassée, par le son du ronronnement, l'odeur de l'huile brûlée, la température du métal. Elle construisait une carte mentale de tout ce qui se passait à l'intérieur de cette machine. Un jour de septembre, Maître Bernard est apparu à la porte de son atelier. Un vieux soudeur, le dos courbé par le poids des ans, les mains tremblantes, mais encore forte. Il avait travaillé au chantier naval du Havre pendant 40 ans avant le désastre de 1998. « Mademoiselle, dit-il, en retirant son bonnet délavé et en le tenant des 2 mains en signe de respect. Je sais que vous ne me connaissez pas, mais j'ai entendu parler de vous. On dit que vous parvenez à faire des miracles avec des machines que tout le monde a abandonnées. » Zélie nettoya ses mains avec un vieux chiffon et regarda le vieil homme attentivement. « Je ne fais pas de miracle, Maître Bernard. Je fais de l'entretien. De quoi avez-vous besoin ?» Le vieil homme respira profondément. « Il y a une machine, là-bas au chantier naval. Une machine qui... » Il fit une pause, cherchant les mots justes, qui a détruit la vie de beaucoup de bonnes personnes. Et maintenant, c'est notre dernière chance. Si nous ne parvenons pas à la faire fonctionner correctement, 100 familles vont tout perdre. Zélie croisa les bras. Quel genre de machine? Une grue de forage maritime, 12 tonnes, National Oil Well Varco. Il l'appelle le Léviathan. Elle connaissait l'histoire. Tous ceux qui travaillaient avec des équipements lourds la connaissaient. La grue maudite, la machine qui avait ruiné des réputations. Et pourtant, Maître Bernard, des centaines d'ingénieurs sont passés par cette machine. Le vieil homme eut un sourire triste. Précisément pour ça, jeune femme. Les ingénieurs regardent le papier d'abord, et le métal ensuite. Vous faites l'inverse. Et cette machine, elle essaie de dire quelque chose depuis 26 ans. Il suffit de quelqu'un qui sache écouter. Zélie resta silencieuse pendant une longue minute. Elle regarda ses propres mains sales et marquées. Elle pensa aux 100 familles. Elle pensa aux 5 hommes injustement accusés. Quand est-ce que je commence? 3 jours plus tard, Zélie arriva au chantier naval du Havre un matin gris de septembre. Le ciel était lourd, de cette manière qui promet la pluie sans jamais la tenir. Elle conduisit son combi 96 bleu marine, celui dont le moteur avait été retravaillé par elle-même, passant devant des portails rouillés qui grincèrent en s'ouvrant, actionnés par 2 jeunes hommes de la coopérative. Ce qu'elle vit lui serra le cœur. Imaginez, mes amis, un lieu autrefois plein de vie, transformé en cimetière industriel,
d'immenses hangars avec des tuiles manquantes, laissant la lumière du soleil pénétrer en faisceaux épais, coupant la pénombre, des machines-outils couvertes de bâches déchirées, des rails de grue envahis par une rouille orangée qui coulait sur les murs comme des larmes de métal. L'odeur était celle des embruns marins, mêlés à de la vieille huile. Cette huile qui avait perdu toutes ses propriétés et s'était transformée en une pâte noire et fétide. Mais ce qui impressionnait le plus était le silence. Un silence lourd, dense, qui engloutissait tout son. On n'entendait que le vent sifflant entre les structures métalliques et le bruit lointain des vagues battant le quai. Maître Bernard l'a reçu à l'entrée du hangar principal, accompagné d'une quinzaine d'hommes et de femmes, des gens de tous âges, des jeunes d'une vingtaine d'années aux cernes profonds, qui travaillaient le jour et étudiaient la nuit. Des messieurs aux cheveux blancs qui avaient passé toute leur vie ici, des femmes aux mains calleuses qui savaient souder aussi bien que n'importe quel homme. « Bienvenue, Zélie », dit Maître Bernard en lui tendant la main. Elle salua chacun, les regardant dans les yeux, sentant le poids de l'espoir que ces personnes plaçaient en elle. Ce n'étaient pas des inconnus demandant une faveur, c'étaient des naufragés s'accrochant à la dernière planche de salut. « Menez-moi jusqu'à lui », demanda Zélie, déclinant café et conversation introductive. Ils marchèrent en silence dans les allées du hangar. Leurs bottes faisaient du bruit sur le béton fissuré. Ici et là, Zélie apercevait des vestiges de grandeur, des cadres avec de vieilles photos de navires mis à l'eau, des plaques commémoratives de records de production, des médailles poussiéreuses accrochées dans des vitrines brisées. Et puis, au centre du hangar, elle vit le Léviathan. Mon Dieu, quelle machine! Même arrêté depuis 26 ans, même couvert d'une épaisse couche de poussière et de taches de rouille, le treuil imposait le respect. 12 tonnes d'acier structurel formant une base carrée de 4 mètres de côté, 4 colonnes verticales s'élevant à 6 mètres de hauteur, chacune épaisse comme le tronc d'un chêne centenaire. Au sommet, la structure en forme de H, où se trouvaient les tambours principaux. 2 cylindres massifs de 20 mètres de diamètre, revêtus d'un alliage métallique qui brillait d'une teinte grisâtre, différente de l'acier ordinaire. Les câbles d'acier étaient enroulés sur les tambours, comme des serpents endormis. Des câbles de 3 pouces de diamètre, composés de centaines de fils tressés, capables de supporter des tensions monumentales sans se rompre. En dessous, le système hydraulique, des cylindres chromés de la taille de poteaux d'éclairage, des tuyaux haute pression épais comme des bras humains, des vannes proportionnelles allemandes avec leurs manomètres analogiques encore intacts, et au cœur de la machine, protégé par un carénage en tôle d'acier, le moteur, un Caterpillar 3508, 8 cylindres en ligne, chacun avec un diamètre de piston équivalent à une assiette de dîner, 16 valves en titane, injection mécanique directe, turbocompresseur Garrett de la taille d'un baril d'huile, un monstre capable de générer 740 chevaux à 100 tours par minute, avec un couple si brutal qu'il pourrait arracher le sol s'il n'était pas solidement ancré. Zélie fit un tour complet autour du Léviathan, lentement, sans rien toucher encore, juste observant, prêtant attention aux détails que d'autres ne voyaient pas. Des taches d'huile indiquant d'anciennes fuites, des boulons avec des marques de serrage excessif, des soudures refaites à la hâte. Combien de professionnels ont déjà essayé de réparer cette machine ? Demanda-t-elle sans quitter le treuil des yeux. 14 équipes différentes, répondit une femme d'une 50aine d'années, les cheveux attachés en un chignon serré. Elle se présenta comme Nathalie, la trésorière de la coopérative. Des ingénieurs mécaniciens, des spécialistes en hydraulique, des techniciens de National Oilwell eux-mêmes, venus des États-Unis. Tous ont changé des pièces, ajusté des pressions, recalibré des capteurs. La machine passe toujours les tests légers, mais quand elle arrive à la charge critique, elle se bloque. « Pas exactement », corrigea Maître Bernard. Elle lâche, les câbles perdent leur tension pendant quelques secondes, puis reviennent, comme si le métal se fatiguait soudainement. Zélie fronça les sourcils. « Le métal ne se fatigue pas de cette façon.
Le métal fatigue, rompt, se déforme plastiquement, mais ne se fatigue pas soudainement pour ensuite revenir à la normale. C'était étrange, très étrange. « J'ai besoin de 3 choses, dit-elle, touchant finalement la base du treuil avec la paume de sa main, sentant la froideur de l'acier à travers sa peau. Premièrement, tous les manuels techniques originaux de cette machine, plans, spécifications, rapports d'usine, tout. Deuxièmement, une liste complète de toutes les pièces qui ont été changées depuis 1998. Troisièmement, un silence absolu. Quand je travaillerai ici, personne ne m'interrompt, personne ne me pose de questions, personne ne m'observe par-dessus l'épaule. Pouvez-vous faire ça? Les gens se regardèrent. Maître Bernard hocha la tête. C'est bon, mademoiselle, nous apporterons les documents d'ici demain matin. Et combien de temps avons-nous avant l'inspection de la Marine nationale? Voulut savoir Zélie. Nathalie déglutit. 17 jours. 17 jours pour comprendre une machine qui avait trompé des dizaines de spécialistes pendant 26 ans. 17 jours pour sauver 100 familles de la ruine totale. Zélie respira profondément, sentant l'odeur du métal et de la mer, et esquissa un sourire en coin. Alors, je ferais mieux de commencer maintenant. Les 3 jours suivants, mes chers amis, Zélie a pratiquement vécu à l'intérieur de ce hangar. Maître Bernard lui a installé un vieux matelas et une bouteille isotherme de café qu'elle remplissait tous les matins. Elle arrivait avant le lever du soleil et partait après son coucher, couverte de graisse des pieds à la tête. La coopérative a apporté 7 cartons pleins de documents, des manuels techniques aux couvertures en cuir synthétique craquelées, des pages jaunies par le temps, des diagrammes hydrauliques de la taille de drap imprimés sur du papier calque si délicat qu'il menaçait de se défaire au moindre toucher, des rapports d'inspection dactylographiés avec des tampons effacés et des signatures tremblantes. Zélie a tout étalé par terre, organisant par catégorie, système mécanique, système hydraulique, système électrique, structure métallique. Elle lisait chaque page avec l'attention d'un joaillier examinant une pierre précieuse, prenant des notes dans un carnet ligné avec son écriture menue et précise. Et c'est dans un de ces documents oubliés au fond d'une des boîtes qu'elle a trouvé la première piste. C'était une annexe technique, juste 4 pages agrafées, avec le titre « Spécifications métallurgiques, tambours principaux. Projet expérimental TH47 ». Zélie lut une fois, relut, et pour la 3e fois, lentement, soulignant chaque mot important. Les tambours du Léviathan n'étaient pas faits d'acier ordinaire, ils étaient composés d'un alliage expérimental de titane et de hafnium, développé spécialement pour réduire le poids tout en maintenant une résistance extrême. Le titane, tout le monde le connaît, léger, résistant à la corrosion, utilisé dans les avions et les implants chirurgicaux. Mais le hafnium, lui, était rare comme un corbeau blanc, un métal argenté, dense, qui absorbait les neutrons, et était utilisé dans les réacteurs nucléaires et les composants aérospatiaux de très haute performance. L'alliage TH47 avait été breveté par National Oilwell Varco en 1995, 3 ans avant l'accident. Le document expliquait les avantages. Résistance à la traction de 1100 MPa, densité de seulement 6, 2,3, résistance à la corrosion marine supérieure à l'acier inoxydable. Mais tout à la fin du document, dans un petit paragraphe, presque une note de bas de page, il y avait une observation technique qui glaça le sang de Zélie. Attention, l'alliage TH47 présente une susceptibilité à la fatigue par résonance lorsqu'il est exposé à des fréquences vibratoires entre 18 et 23 Hz. Un isolement acoustique adéquat est recommandé dans les environnements avec des sources de vibrations externes. Zélie lâcha le papier et regarda fixement le Léviathan. Fatigue par résonance, elle connaissait le concept. Lorsqu'un matériau est soumis à des vibrations à une fréquence spécifique, sa fréquence naturelle, les molécules commencent à osciller en harmonie. C'est le même principe qui fait voler en éclats un verre en cristal lorsque quelqu'un chante une note exacte.
Le matériau entre en résonance et ses propriétés mécaniques changent temporairement. Il peut devenir plus rigide ou plus flexible selon la fréquence. Et si les tambours du Léviathan entraient en résonance pendant l'opération, mais résonance avec quoi? Quelle source de vibration externe pourrait affecter ces tambours massifs? Zélie se leva, faisant craquer les articulations de son dos, et marcha jusqu'au bord du hangar. De là, elle voyait la baie de la Seine s'étendre à perte de vue, des eaux verdâtres frappant doucement les piliers en béton du quai. Des petites vagues, constantes, rythmiques. Elle resta là, immobile, pendant presque 1 heure, juste à observer. En prêtant attention au rythme des vagues, elle constata qu'à chaque 12 secondes, une vague frappait le pilier le plus proche. 12 secondes, 5 vagues par minute, 300 vagues par heure, 12 secondes entre chaque vague. Cela signifiait une fréquence de 0,83 Hz pour chaque impact individuel. Mais lorsque les vagues frappaient en succession rapide, surtout quand un grand navire passait dans la baie, la fréquence augmentait. Zélie fit les calculs mentaux. Si 4 ou 5 vagues frappaient en succession rapide, avec des intervalles d'1 demi-seconde entre elles, la fréquence résultante pouvait facilement atteindre 20 Hz. Exactement, dans la plage critique de l'alliage TH47. Les vagues frappèrent les piliers, la vibration montait par le béton, traversait les fondations du hangar, atteignait la base du Léviathan. Et quand la machine était sous tension, avec les tambours tournant sous une contrainte extrême, le métal entrait en résonance avec les vibrations de la mer. Ce n'était pas la machine qui défaillait, c'était l'océan qui conversait avec le métal. Zélie courut vers les documents, chercha le rapport de l'accident de 1988. Il était là. Incident survenu à 14h37 lors du passage du pétrolier Aracruz Cellulose par la baie, générant une ondulation supérieure à la normale. Un grand navire était passé, les vagues avaient augmenté, la résonance avait bloqué les tambours pendant 3 secondes, elle avait trouvé la cause, maintenant il fallait trouver la solution. Maintenant, mes amis, nous arrivons à la partie où les choses se compliquent vraiment. Car une chose est de découvrir le problème, une toute autre est de le résoudre. Zélie passa la nuit entière assise par terre dans ce hangar, entourée de papiers et de tasses de café réchauffées vides. La lumière froide des lampes fluorescentes clignotant au plafond, créant des ombres dansantes sur les diagrammes techniques éparpillés autour d'elle. Le Léviathan, silencieux, comme un géant endormi attendant d'être réveillé. Elle savait ce qui n'allait pas. L'alliage titane-hafnium des tambours entrait en résonance avec les vibrations des vagues de la baie. C'est aussi simple que cela, ou plutôt aussi compliqué que cela. Mais comment résoudre? C'était la question qui martelait dans sa tête. La solution évidente serait de remplacer les tambours par d'autres en acier ordinaire. Sauf que chaque tambour pesait 1 demi-tonne et coûtait, au taux actuel, près de 2000 $, multiplié par 2 tambours convertis en euros, cela représentait plus de 400 000 €. La coopérative n'en avait même pas un dixième. D'ailleurs, elle avait à peine de quoi payer la facture d'électricité du hangar. Isoler acoustiquement la base de la machine? Impossible. Le Léviathan était ancré au sol avec 16 boulons en titane de 2 pouces chacun, enfoncés à 3 mètres dans le béton armé. Pour démonter cela, il faudrait de l'équipement lourd et plus d'argent que personne n'avait. Changer la fréquence des vagues de la mer. Eh bien celle-là, je ne vais même pas la commenter, n'est-ce pas? Zélie se frotta les yeux fatigués et regarda le schéma du système hydraulique. 3 pompes à piston radio, modèle A10 VSO de Rexroth, chacune capable de générer 350 bars de pression. Des cylindres à double effet avec des pistons chromés de 220 ml de diamètre, des vannes proportionnelles contrôlant le débit d'huile avec une précision de millième de litre par seconde. Et l'huile? Ah, l'huile. Le fluide hydraulique, c'était le sang de cette machine. Sans elle, rien ne fonctionnait. Elle transmettait la force des pompes aux cylindres, lubrifiait les pièces mobiles, dissipait la chaleur générée par le frottement.
Le manuel spécifiait de l'huile minérale ISO VG46, un fluide de viscosité moyenne, propre aux systèmes hydrauliques industriels, fonctionnant à des températures modérées. Zélie prit la lampe de poche et se rendit au réservoir d'huile du Léviathan, un réservoir cylindrique de 800 litres monté sur le côté de la machine. Elle ouvrit le bouchon d'inspection et y enfonça une jauge. Elle la retira. L'huile était vieille, foncée, avec une odeur rance d'oxydation, mais la quantité était encore bonne, environ 600 litres. C'est là qu'elle eut l'idée. S'il n'était pas possible d'empêcher les vibrations d'atteindre les tambours, peut-être pourrait-on amortir ces vibrations avant qu'elles ne causent la résonance. Et où se produit l'amortissement dans un système hydraulique? Dans le fluide. L'huile n'était pas seulement un transmetteur de force, elle était aussi un amortisseur naturel. Lorsque l'on modifiait la viscosité de l'huile, c'est-à-dire sa résistance à l'écoulement, on modifiait sa capacité à absorber les chocs et les vibrations. Une huile fine, à faible viscosité, laisse tout passer. Les vibrations la traversent comme un fantôme traversant un mur. Mais une huile épaisse, dense, visqueuse, elle, fonctionne comme une éponge. Elle absorbe les oscillations, amortit les pics de pression, adoucit les mouvements brusques. Et si Zélie parvenait à augmenter la viscosité de l'huile hydraulique du Léviathan, de manière à ce qu'elle absorbe spécifiquement les fréquences entre 18 et 23 Hz, c'était techniquement possible. Extrêmement difficile, mais possible. Elle aurait besoin d'ajouter des additifs spéciaux à l'huile. Des polymères à longue chaîne qui augmenteraient la viscosité sans nuire à la capacité de lubrification. Du molybdène colloïdal pour réduire le frottement métal-métal, peut-être même des nanoparticules de graphite pour créer un film protecteur sur les pistons. Le problème, c'est que cela n'avait jamais été testé sur une machine de cette taille, travaillant dans des conditions aussi extrêmes. C'était un pari technique dangereux. Si elle se trompait et que l'huile devenait trop épaisse, les pompes hydrauliques travailleraient sous une pression excessive et pourraient être grillées. Si elle était trop fine, cela ne servirait à rien. Et elle n'aurait qu'une seule chance. Le jour de l'inspection de la Marine nationale, soit ça fonctionnait, soit c'était la fin de tout. Zélie se leva du sol, sentant ses genoux craquer, et se dirigea vers la sortie du hangar. Le soleil se levait sur la baie de la Seine, peignant le ciel de teintes oranges et roses. Elle alluma une cigarette, une habitude qu'elle avait depuis 20 ans et n'avait jamais réussi à abandonner, et resta là, fumant, regardant la mer, pensant « était-elle folle? Est-ce que cela allait fonctionner? Ou ferait-elle la même chose que les 14 professionnels avant elle? Essayer, échouer et repartir la tête basse? Elle tira une dernière bouffée, jeta le mégot par terre et l'écrasa. « On va faire ça correctement », murmura-t-elle à elle-même. Quand Maître Bernard et Nathalie arrivèrent au hangar, il était déjà plus de 9 heures du matin. Ils trouvèrent Zélie debout devant un tableau blanc que quelqu'un avait arrangé, écrivant une liste de matériaux avec un stylo bleu. « Bonjour, jeune femme !» salua le vieux soudeur. « Vous avez découvert quelque chose ?» J'ai découvert le problème, et j'ai découvert comment le résoudre, répondit Zélie, sans quitter la liste des yeux. Mais j'aurais besoin de quelque chose, et il me les faut vite. Nathalie s'approcha, ajustant ses lunettes de lecture sur son nez. De quoi avez-vous besoin? Zélie désigna la liste. Premièrement, 200 litres d'huile hydraulique mobile DTE 25. Viscosité ISO VG68. Deuxièmement, 15 kg d'additifs polymères Lubrizol 7671 spécifiques pour la modification de viscosité. Troisièmement, 8 kg de bisulfure de molybdène de qualité colloïdale. Quatrièmement, 3 kg de poudre de graphite, granulométrie inférieure à 5 microns. Cinquièmement, un équipement de filtration haute pression, capable de travailler avec une maille de 3 microns. Sixièmement, un viscosimètre cinématique portable. Maître Bernard écarquilla les yeux. Tout ça va coûter environ 2400 €. Zélie compléta. Peut-être 3000 si on ne trouve pas tout chez le même fournisseur. Nathalie se mordit la lèvre. Nous avons 2360 € sur le compte de la coopérative. C'est tout ce qui reste.
Alors, ça devra suffire, dit Zélie, se retournant pour leur faire face. Écoutez, je vais être honnête avec vous. Ce que je vais faire ici n'a jamais été testé auparavant sur une machine de cette taille. Je vais modifier l'huile hydraulique du Léviathan pour qu'elle fonctionne comme un amortisseur de vibration. Si ça marche, la machine tiendra la charge sans problème. Si ça ne marche pas, on perd tout, murmura Nathalie. Exactement. Un silence lourd, seul le vent sifflait dehors. Maître Bernard regarda Nathalie. Nathalie le regarda en retour. Quelque chose passa entre eux. Une conversation silencieuse de ceux qui ont traversé beaucoup de choses ensemble et ont appris à faire confiance. « Faites la liste correctement, » dit Maître Bernard. « On trouvera l'argent d'ici demain et on achètera tout. »« Vous êtes sûr ?» insista Zélie. « Parce que si ça ne fonctionne pas, vous jetterez les derniers 2200 € à la poubelle. » Nathalie eut un sourire fatigué, de ceux que seules les personnes ayant eu une vie dure peuvent donner. « Mademoiselle, nous avons déjà tout perdu une fois. Si nous devons perdre à nouveau, que ce soit en essayant de faire ce qui est juste, au moins nous dormirons sur nos deux oreilles. » Les 8 jours suivants, ce hangar se transforma en laboratoire improvisé. La coopérative a obtenu les matériaux, certains achetés, d'autres obtenus grâce à de vieilles faveurs que Maître Bernard a réclamées à des fournisseurs qui lui devaient. L'huile mobile et les additifs chimiques sont venus de Lyon. Le viscosimètre a été prêté par un professeur d'ingénierie de l'école polytechnique qui connaissait l'histoire du chantier naval et voulait aider. Zélie a monté un établi à l'aide de vieilles planches et de tréteaux. Elle a installé l'équipement de filtration dans un coin, branché à une rallonge électrique qui tirait l'énergie d'un générateur diesel qui a toussé pendant 10 minutes avant de démarrer définitivement. Elle a commencé par vidanger toute la vieille huile du Léviathan, quelques 600 litres de fluide sombre et malodorant qui s'est écoulé par un gros tuyau jusqu'à des fûts de 200 litres. Cela a pris presque une journée entière. Ensuite, elle a nettoyé le système de l'intérieur, fait passer du gazole pour entraîner les résidus, soufflé de l'air comprimé dans les tuyauteries, changé les filtres, 3 cartouches cylindriques de la taille de bouteille de soda de 2 litres, obstruées par une pâte noire et dégoûtante qui sentait le brûler. Puis commença la partie délicate. Dans un bidon en plastique de 50 litres, Zélie versa 40 litres de la nouvelle huile mobile DTE2. Elle mesura la température avec un thermomètre infrarouge, 23 degrés C. Parfait. Elle pesa l'additif Lubrizol sur une balance numérique qui oscillait à cause du vent, 8 kilos. Elle le versa lentement dans l'huile, mélangeant avec une baguette en verre, voyant les granulés jaunâtres se dissoudre, créant des tourbillons hypnotiques à la surface dorée du fluide. Puis vint le molybdène, une poudre noire bleuâtre, fine comme du talc, glissante entre les doigts. Elle l'ajouta petit à petit, utilisant une passoire fine pour éviter les grumeaux. L'huile devint grise, puis gris foncé prenant un aspect métallique étrange, mais beau. Enfin, le graphite, juste une pincée mesurée avec la précision d'un pharmacien préparant un médicament contrôlé. Elle mélangea le tout à l'aide d'un agitateur électrique improvisé, une vieille perceuse avec une tige au bout. Le moteur de la perceuse gémissait sous l'effort, mais tint bon. 15 minutes d'agitation continue. Ensuite, elle fit passer le tout à travers le filtre haute pression. L'huile sortit de l'autre côté, propre, homogène, avec une coloration gris argenté qui brillait sous la lumière. Zélie préleva un échantillon et mesura la viscosité, 142 centistock à 40 degrés B, bien au-dessus de l'huile originale, mais toujours dans la plage de fonctionnement des pompes. Elle répéta le processus 6 fois, jusqu'à obtenir 240 litres d'huile modifiée. Fatiguée, très fatiguée. Son dos lui faisait mal, ses bras tremblaient, sa tête battait, mais elle ne s'arrêta pas parce que 100 familles dépendaient d'elle, parce que 5 hommes injustement accusés attendaient justice depuis 26 ans, parce qu'il y avait là devant elle une machine gigantesque qui essayait de dire quelque chose, et elle avait juré qu'elle écouterait. Quand tout fut prêt, elle remplit le réservoir hydraulique du Léviathan avec la nouvelle huile, litre par litre,
en utilisant un grand entonnoir, voyant le fluide argenté descendre par la tuyauterie transparente jusqu'à disparaître dans les entrailles d'acier de la machine. Elle alluma la pompe auxiliaire pour faire circuler l'huile et purger les bulles d'air. Le moteur électrique bourdonna doucement, et Zélie put entendre le liquide courir dans les tuyaux comme le sang dans les veines. Après 2 heures de circulation, elle éteignit tout et vérifia la pression, stable à 12 bars. Le minimum du système au repos était prêt. Il restait 6 jours avant l'inspection de la Marine nationale. Maître Bernard apparut en fin d'après-midi, apportant une gamelle de nourriture que sa femme avait préparée, un ragoût de bœuf aux oignons et des légumes du jardin. Zélie mangea assise par terre, le dos contre le mur, regardant le Léviathan. « Ça va marcher, jeune femme ?» demanda le vieil homme à voix basse. Zélie mastiqua lentement avant de répondre. « Maître Bernard, j'ai fait tout ce que l'ingénierie dicte. J'ai calculé, mesuré, testé. L'huile a la bonne viscosité pour absorber les vibrations dans la plage de fréquence, où le métal entre en résonance. Théoriquement, ça va marcher. Et en pratique ?» Elle eut un sourire tordu. « En pratique, nous ne le saurons que le jour J. » Le vieil homme hocha la tête, acceptant la réponse. Il savait comment c'était. Il avait passé 40 ans à travailler avec le métal et les machines. Il savait que l'ingénierie n'est pas de la magie, c'est de la connaissance, de la technique, des efforts et un peu de chance. « Nous avons confiance en vous, jeune femme, » dit-il, se levant avec difficulté. « Nous avons confiance parce que vous n'êtes pas venu ici faire de belles promesses. Vous êtes venu faire le travail. » Après son départ, Zélie resta encore un moment seule dans le hangar silencieux. Elle se leva, marcha jusqu'au Léviathan et posa sa main sur la base d'acier froide. « Allez, mon grand, » murmura-t-elle, « aide-moi à t'aider. Dans 6 jours, tu devras montrer au monde de quoi tu es capable. » Et le vent qui entrait par les fenêtres cassées du hangar sembla lui répondre en murmure, comme si la machine avait entendu et acquiescé. Le jour J est arrivé, mes amis, ce jour qui décide de tout, le jour où des mois de travail, d'espoir et de sueur se transforment en réalité ou en fumée. Il s'est levé avec un ciel clair sur la baie de la Seine, un ciel bleu de ceux que l'on voit sur les cartes postales, sans un nuage, avec le soleil se levant derrière les falaises et peignant tout d'or. Cela ressemblait presque à une plaisanterie du destin, une belle journée pour un moment qui pouvait être la fin de tout. Zélie arriva au chantier naval du Havre à 5h30 du matin. Elle n'avait pas réussi à dormir correctement. Elle avait passé la nuit à se tourner et se retourner dans son lit, refaisant mentalement des calculs, imaginant tout ce qui pouvait mal tourner. Quand le réveil sonna à 4 heures, elle était déjà éveillée depuis 2 heures. Le hangar était différent. La coopérative avait tout nettoyé. Ils avaient balayé le sol, enlevé les toiles d'araignée des coins, nettoyé les fenêtres qui n'avaient pas vu de savon depuis des décennies, peint les murs en blanc, réparé les lampes grillées. Ils voulaient que l'endroit ait l'air professionnel, digne de recevoir la commission de la Marine nationale. Maître Bernard était déjà là, avec une trentaine de personnes de la coopérative, des hommes en bleu de travail fraîchement lavés, des femmes aux cheveux attachés, tous avec cette expression de quelqu'un qui essaie de cacher sa nervosité, mais n'y parvient pas. Le Léviathan était au centre de tout, imposant. Zélie avait passé les derniers jours à tester le système hydraulique à faible charge, vérifiant chaque connexion, chaque vanne, chaque manomètre. Tout fonctionnait parfaitement, mais le vrai test, avec les 52 tonnes suspendues en l'air, n'avait pas encore été fait car il n'y avait qu'une seule chance, et cette chance était maintenant. « Bonjour, jeune femme !» salua Maître Bernard, la voix un peu tremblante. « Bien dormi ?»« J'ai dormi, » mentit-elle, et tous deux sourirent, sachant que c'était un mensonge. « Le personnel de la Marine nationale arrivera à 9 heures, » informa Nathalie, consultant sa montre toutes les 30 secondes. « Nous avons 3 heures pour faire les derniers préparatifs. » Zélie hocha la tête. « Tout est prêt. Maintenant, il n'y a plus qu'à allumer et prier. » Elle se corrigea. « Maintenant, il n'y a plus qu'à allumer et faire confiance à l'ingénierie. » Elle monta sur la plateforme de commande du Léviathan.
C'était une cabine ouverte avec un plancher en tôle striée antidérapante, entouré de garde-corps en tubes galvanisés. Au centre, le panneau de commande, des leviers en métal chromé, des boutons en bakélite noir, des manomètres analogiques avec des aiguilles rouges, indiquant la pression, la température, la rotation du moteur. Zélie inséra la clé de contact, une clé épaisse, lourde, avec une poignée en caoutchouc usée par le temps, et la tourna jusqu'à la première position. Le panneau s'illumina. Des lumières vertes, jaunes et rouges clignotèrent en séquence. Effectuant l'autodiagnostic du système électrique, tout était vert. Elle respira profondément et tourna la clé à fond. Le démarreur gémit une fois, deux fois. À la troisième, le Caterpillar 3508 se réveilla avec un rugissement qui fit trembler le sol, 8 énormes pistons montant et descendant à l'intérieur des cylindres, comprimant l'air et le diesel dans une danse synchronisée et violente. Le bruit était assourdissant, un ronronnement grave, profond, que l'on ressentait plus dans la poitrine que dans les oreilles. Une fumée noire s'échappa de l'échappement, puis s'éclaircit jusqu'à devenir transparente. Le moteur prit son rythme, ralentit stable à 800 tours par minute. Les pompes hydrauliques commencèrent à travailler, faisant circuler l'huile modifiée dans le système. Zélie observa les manomètres avec l'attention d'un chirurgien pendant une opération délicate. Pression dans le circuit principal, montant à 50 bars, 80 bars, stabilisé à 120 bars. Parfait. Température de l'huile, 42 degrés, montant lentement, comme prévu. Rotation du moteur, 800 TRM stable. Elle actionna le premier levier, déplaçant un cylindre hydraulique de test. Le piston chromé sortit de la chemise en douceur, sans à-coups, sans bruits étranges. L'huile modifiée faisait son travail. Pendant 2 heures, Zélie testa chaque fonction du Léviathan, déplaça les tambours d'avant en arrière, monta et descendit les crochets auxiliaires, actionna les freins de sécurité. Tout fonctionnait comme une horloge suisse. Mais le vrai test était encore à venir. À 9 heures pile, 3 véhicules militaires entrèrent par le portail du chantier naval, 2 véhicules militaires légers de la Marine nationale et un pick-up Ford F-250 noir. 7 personnes en descendirent, 5 officiers de la Marine nationale en uniforme impeccablement blanc, un ingénieur civil aux lunettes épaisses portant une mallette en aluminium, et un technicien qui conduisait une grue remorquant un bloc massif de béton armé. Le bloc était un parallélépipède gris de 4 mètres de long sur 2 de large et 1 de haut. Il avait des crochets en acier encastrés sur les côtés et un grand nombre peint en rouge sur le dessus, 52 000 kilos, 52 tonnes de poids mort. L'officier le plus âgé, un capitaine de frégate aux cheveux gris et à l'expression sérieuse, s'approcha de maître Bernard et lui serra la main. « Bonjour, capitaine Henri Moreau, direction de l'ingénierie navale. Nous sommes venus faire l'évaluation technique, comme convenu. »« Bonjour, capitaine, » répondit maître Bernard, essayant de garder une voix ferme. « Tout est prêt. La responsable technique est Zélie, là-bas. » Le capitaine regarda Zélie, qui était descendue de la cabine, et marchait vers eux, s'essuyant les mains avec un chiffon. Elle portait un bleu de travail usé, des bottes avec de la graisse sur les semelles, les cheveux attachés en queue de cheval. Ce n'était pas exactement l'image qu'il se faisait de la responsable technique. « Êtes-vous l'ingénieur responsable ?» demanda-t-il, ne parvenant pas à cacher sa surprise dans sa voix. « Je suis la mécanicienne responsable. » corrigea Zélie en tendant la main. « Ingénieur, je ne le suis pas, mais je connais cette machine mieux que quiconque maintenant. » Le capitaine lui serra la main, toujours avec cette expression de doute. « Très bien, passons aux procédures. Le test consiste à hisser la charge de 52 tonnes jusqu'à une hauteur de 20 mètres et à la maintenir suspendue pendant 5 minutes. Pendant ce temps, nous allons surveiller les oscillations, les vibrations et tout signe de fatigue structurelle. En cas de défaillance du système, le test sera interrompu et considéré comme échoué. Est-ce clair ? » « Très clair, » répondit Zélie. La grue militaire positionna le bloc de béton sous la structure du Léviathan.
Le technicien de la Marine nationale attacha les câbles d'acier au crochet du bloc, vérifiant chaque connexion 2 fois. L'ingénieur civil monta 3 accéléromètres, des capteurs de vibration, à des points stratégiques du treuil, les connectant à un ordinateur portable qui commença à afficher des graphiques en temps réel. « Quand vous serez prête », dit le capitaine en consultant sa montre. Zélie monta dans la cabine, sentant son cœur battre la chamade. Ses mains transpiraient. Elle s'essuya les paumes sur son bleu de travail et saisit la manette principale. Elle regarda en bas et vit les 30 personnes de la coopérative l'observer. Maître Bernard, les mains jointes comme en prière, Nathalie se mordant la lèvre. D'autres, les yeux brillants d'espoir et de peur mêlés. Elle poussa la manette vers l'avant. Le système hydraulique répondit immédiatement. Les tambours commencèrent à tourner, enroulant les câbles d'acier. Le bloc de béton bougea. Il quitta le sol. 0 cm, 1 cm, 5 cm. Le Léviathan gémit. Ce n'était pas un gémissement de douleur. C'était juste le son du métal travaillant sous une charge extrême. Les structures d'acier grincèrent subtilement, s'ajustant à la répartition du poids. 2 mètres, 5 mètres, 10 mètres. Les manomètres indiquaient une pression montante. 180 bars, 210 bars, 245 bars, 15 mètres. C'est là que Zélie entendit. Non pas avec ses oreilles, mais avec tout son corps, une vibration différente montée par la structure métallique. Elle regarda la baie de la Seine et vit un énorme chaland chargé de conteneurs passer rapidement dans la baie, l'étrave coupant l'eau et générant de grandes vagues qui se propageaient dans toutes les directions. Les vagues frappèrent les piliers du quai en quelques secondes, 20 mètres. La charge était à la hauteur requise et les vagues arrivèrent. Boum, 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 boum. 4 vagues, en succession rapide, frappant le béton du pilier le plus proche. La vibration monta par le sol, traversa la fondation, atteignit la base du Léviathan. Les manomètres commencèrent à osciller follement. L'huile modifiée essayait d'absorber les vibrations, mais la résonance était trop forte. Les tambours en titane hafnium entraient en harmonie avec les vagues de la mer, exactement comme en 1998. Zélie sentit le volant trembler dans ses mains. « Ça oscille !» cria l'ingénieur civil en montrant son ordinateur portable. « L'amplitude de vibration augmente. » Le capitaine fronça les sourcils. « Interrompez le test. »« Non ?» cria Zélie en retour et fit la chose la plus contre-intuitive possible. Au lieu d'augmenter la pression hydraulique pour tenter de retenir la charge par la force brute, ce qui briserait le métal en résonance, elle réduisit la pression, relâcha légèrement la manette, laissant le système respirer. L'huile modifiée, maintenant avec moins de résistance, commença à circuler plus librement dans les cylindres et en circulant, elle absorba les vibrations d'une manière qu'elle n'aurait pas pu absorber si elle avait été forcée sous pression maximale. C'était comme jouer de la guitare. Si vous serrez trop les cordes, elles ne vibrent pas correctement. Il faut la bonne tension. Les manomètres se stabilisèrent. L'oscillation diminua. Le bloc de béton trouva son équilibre physique et thermique, suspendu dans l'air comme s'il flottait. Silence. Seulement le ronronnement grave du moteur Caterpillar et le bruissement du vent. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. L'ingénieur civil regardait son ordinateur portable, les yeux écarquillés. Les vibrations sont amorties. C'est impossible, mais ça se produit. 4 minutes. 5 minutes. Le capitaine Henri Moreau regarda son chronomètre, puis Zélie. « Vous pouvez descendre la charge. » Zélie tira la manette en douceur. Le bloc descendit lentement, contrôlé, doux comme une plume qui tombe. Il toucha le sol sans le moindre soubresaut. Test approuvé. Le silence qui tomba sur ce hangar après que le bloc de béton eut touché le sol fut de ceux que l'on ressent dans sa chair. Personne ne bougeait, personne ne respirait. C'était comme si le temps s'était arrêté pour digérer ce qui venait de se passer. Le Léviathan avait tenu 52 tonnes en l'air sous la résonance des vagues de la baie et n'avait pas échoué. Après 26 ans, la machine qui avait ruiné des vies avait enfin prouvé son innocence. Maître Bernard fut le premier à bouger. Le vieux soudeur fit un pas en avant, puis un autre, et soudain il courait autant qu'un homme de 70 ans peut courir jusqu'à la base du Léviathan.
Il posa ses mains sur l'acier encore chaud de la machine et commença à pleurer. Ce n'était pas un pleur de tristesse, non. C'était un pleur de soulagement, de libération, de 26 ans de poids s'envolant de ses épaules d'un seul coup. Et là, tout le monde s'effondra. Les 30 personnes de la coopérative explosèrent en cris, en étreintes, en larmes. Des hommes grands et forts pleuraient comme des enfants. Des femmes sautaient et riaient en même temps. Des gens s'embrassaient, se serraient, répétant « Nous avons réussi, nous avons réussi, nous avons réussi », comme s'ils avaient besoin de le dire à voix haute pour y croire. Zélie descendit de la cabine lentement, les jambes flageolantes, le cœur toujours battant la chamade. Elle éteignit le moteur du Léviathan, et le silence qui suivit le rugissement fut presque assourdissant. Le capitaine Henri Moreau s'approcha d'elle. Son visage sérieux avait laissé place à une expression de respect. « Respect sincère, Madame Zélie », dit-il en lui tendant la main. « En 30 ans de marine nationale, je n'ai jamais rien vu de tel. Vous venez de faire fonctionner une machine condamnée dans des conditions que des spécialistes internationaux disaient impossibles. » Zélie lui serra la main, mais ne sourit pas. « Capitaine, je dois vous montrer quelque chose de très important. » Elle se rendit à l'établi improvisé, où elle avait laissé les documents techniques. Elle prit l'annexe qu'elle avait trouvée, celle sur l'alliage TH47, et la fatigue par résonance, ainsi que les notes qu'elle avait prises, les calculs de fréquence, les diagrammes montrant comment les vagues de la baie interagissaient avec les tambours en titane. Elle posa tout devant le capitaine et l'ingénieur civil. « Le Léviathan n'a jamais été une machine défectueuse, » commença-t-elle d'une voix ferme. « C'est une machine expérimentale qui a été installée au mauvais endroit. Les tambours principaux sont faits d'un alliage de titane et de hafnium, qui souffre de fatigue par résonance lorsqu'il est exposé à des vibrations entre 18 et 23 Hz. Les vagues de la baie de la Seine, surtout quand de grands navires passent, génèrent exactement cette fréquence. » L'ingénieur civil ajusta ses lunettes et commença à lire les documents, feuille par feuille. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « Cela n'a jamais été documenté dans le rapport de 1998. »« Parce que personne n'a cherché, » répondit Zélie. « Les ingénieurs qui ont été tenus responsables n'avaient aucun moyen de le savoir. National Oilwell Varco n'a inclus cette information que dans une annexe technique secondaire que personne n'a probablement lue. Et quand l'accident est survenu, il a été plus facile de blâmer des personnes que d'admettre que la technologie expérimentale avait été mal appliquée. » Le capitaine prit un des documents, le lut, le relut. « Vous êtes en train de dire que les 5 ingénieurs licenciés en 1998 ont été injustement accusés ?» Zélie compléta. « Ils n'ont pas échoué. La machine n'a pas échoué. Ce qui a échoué, c'est le manque d'informations adéquates sur les limitations de l'alliage métallique utilisé dans les tambours. » Un silence lourd. Le capitaine échangea des regards avec l'ingénieur civil. Puis il regarda maître Bernard, qui s'était approché et écoutait tout, les yeux humides. « Maître Bernard, » dit le capitaine lentement, « connaissez-vous l'un de ces ingénieurs qui ont été licenciés ?» Le vieil homme hocha la tête. « Je les connais tous les 5. 2 sont déjà décédés, mais 3 sont encore en vie. L'un vit à Brest, un autre à Toulouse. Le 3e est parti à Marseille. Tous ont abandonné l'ingénierie. Aucun d'entre eux n'a voulu entendre parler du chantier naval après ce qui s'est passé. » Le capitaine respira profondément. « Sur la base de ce que Madame Zélie a présenté ici, je vais recommander formellement la réouverture du dossier. Ces documents sont une preuve suffisante qu'il y a eu une erreur d'application technique, et non une négligence professionnelle. Le Conseil de l'Ordre des ingénieurs doit en être informé. » Zélie sentit quelque chose se dénouer dans sa poitrine, une chose dont elle ne savait même pas qu'elle était prisonnière, car il ne s'agissait pas seulement de sauver la coopérative, il n'a jamais été question que de cela. Il s'agissait de nettoyer le nom d'homme qui avait été écrasé par une injustice technique. Il s'agissait de prouver
que lorsque l'on aborde le problème avec honnêteté et compétence, la vérité finit toujours par éclater. Le contrat avec la Marine nationale fut signé là, l'après-midi même. 2 ans de service garanti avec possibilité de renouvellement, réparation de navires auxiliaires, maintenance de structures portuaires, fabrication de composants métalliques sur mesure. Sans famille avait un travail garanti. Sans famille allaient pouvoir payer leur loyer, leur nourriture, l'école de leurs enfants. Sans famille allaient pouvoir dormir la nuit sans craindre le lendemain. Nathalie serra Zélie si fort qu'elle faillit casser les côtes de la mécanicienne. « Tu nous as sauvés, dit-elle entre 2 sanglots. Tu as tout sauvé. »« J'ai juste fait mon travail, » répondit Zélie, mal à l'aise avec tant de gratitude. « Non, » intervint maître Bernard, posant sa main sur son épaule. « Tu as fait plus qu'un travail. Tu as eu le courage de croire quand tout le monde avait déjà abandonné. Et ça n'a pas de prix. » La coopérative organisa une fête ce soir-là. Grillades, bière, soda, musique, gens dansant entre les vieilles machines, riant, racontant des histoires, faisant des plans pour l'avenir. Le hangar, qui avait été une tombe, redevint un lieu de vie. Mais Zélie ne resta pas à la fête. Elle partit discrètement, monta dans son combi bleu marine et retourna vers la région des lacs. Elle arriva à son atelier, il faisait déjà nuit noire, fatiguée jusqu'aux os, mais d'une bonne fatigue, celle de qui a fait ce qu'il fallait faire. Avant d'entrer chez elle, elle s'arrêta et regarda l'atelier. Des outils accrochés au mur, un établi rempli de pièces démontées, le sol taché d'huile, l'odeur de graisse et de métal qui faisait déjà partie d'elle. 1 mois plus tard, elle reçut un appel. C'était le capitaine Henri Moreau. « Madame Zélie, j'ai de bonnes nouvelles. Le Conseil de l'Ordre des ingénieurs a rouvert le dossier des 5 ingénieurs. Sur la base des documents que vous avez présentés, ils ont été formellement innocentés. Leurs licences professionnelles ont été restaurées. Parmi les 3 qui sont encore en vie, 2 ont déjà manifesté leur intérêt à reprendre du service. » Zélie sourit. « J'en suis ravi, capitaine. » « Et ce n'est pas tout, » continua-t-il. La direction de la Marine nationale a été impressionnée par votre travail. Ils souhaitent vous offrir un poste de consultante technique permanente. Excellent salaire, avantages, bureau personnel à l'Arsenal de Toulon. Zélie resta silencieuse quelques secondes. « Je vous remercie beaucoup de l'offre, capitaine, mais je vais devoir refuser. » Puis-je en demander la raison? Elle regarda par la fenêtre de l'atelier. Dehors, un monsieur avec un bonnet était en train de garer une coccinelle 78 bleu clair qui faisait un bruit étrange au moteur. « Parce que ma place est ici, » répondit-elle, « à réparer des machines que personne d'autre ne veut réparer, à écouter ce qu'elles ont à dire. C'est ce que je sais faire, c'est ce que j'aime faire. » Le capitaine rit de l'autre côté de la ligne. « Je comprends parfaitement, mais si un jour vous changez d'avis, la porte est ouverte. »« C'est noté, capitaine, et merci. » Elle raccrocha et alla s'occuper du monsieur à la coccinelle. « Bonjour, mademoiselle, » dit-il en retirant son bonnet. « Cette petite voiture fait un bruit bizarre quand j'accélère. On dirait qu'il y a un rossignol dans le moteur. » Zélie sourit. « On va y jeter un œil. » Elle ouvrit le capot arrière, posa sa main sur le moteur encore chaud, ferma les yeux et resta là, sentant les vibrations, écoutant les sons, humant les odeurs. Et là, dans ce moment simple, elle comprit à nouveau pourquoi elle était devenue mécanicienne. Ce n'était pas pour la gloire, ce n'était pas pour l'argent, ce n'était même pas pour la reconnaissance. C'était parce que les machines, quand on sait les écouter correctement, racontent des histoires sur la façon dont elles ont été construites, sur qui les a utilisées, sur le genre de vie qu'elles ont mené. Et quand on répare vraiment une machine, pas seulement en changeant des pièces, mais en comprenant son âme, on répare aussi un morceau du monde. Le Léviathan avait attendu 26 ans pour raconter son histoire, et Zélie avait eu la patience d'écouter. Ça, mes chers amis, c'est ce qui sépare un bon mécanicien d'un vrai mécanicien. Ce n'est pas le nombre de diplômes au mur ou la taille de l'atelier. C'est la capacité de se taire,
d'observer, de sentir et de croire que le métal dit toujours la vérité. Il suffit de quelqu'un disposé à écouter. Maître Bernard envoya une lettre à Zélie. À l'intérieur, il y avait une photo. La photo montrait les chantiers navals du Havre rénovés, avec les murs peints, les machines en fonctionnement, des gens qui travaillaient, et au centre, brillant sous le soleil, se trouvait le Léviathan, hissant une énorme structure métallique comme si c'était un jeu d'enfant. Au verso de la photo, écrit de la main tremblante du vieux soudeur, « Zélie, le géant s'est réveillé, et grâce à toi, il peut enfin faire le travail pour lequel il a été créé. Merci de nous avoir appris que la vérité apparaît toujours quand on a le courage de chercher. » Avec une admiration éternelle, Maître Bernard et les 100 familles des chantiers navals du Havre. Zélie colla la photo sur le mur de l'atelier, juste à côté de l'établi, et chaque fois qu'un travail devenait trop difficile, chaque fois qu'une machine semblait impossible à réparer, elle regardait cette photo et se souvenait. L'impossible n'est qu'une question de trouver la bonne question et d'avoir le courage d'attendre la réponse.